Allez, let's go. Alors bonjour, rebonjour et puis bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Moi c'est Amin Saïm, je suis avant-vente chez WatchGuard. Aujourd'hui on va voir la solution WatchGuard EPDR. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. J'ai un deuxième écran sur lequel je vois vos questions. Alors, WatchGuard EPDR sont les initiales de Endpoint Protection Detection and Response. Endpoint Protection Detection and Response, EPDR. EP pour l'antivirus et DR pour l'EDR, Endpoint Detection and Response. Endpoint Detection and Response est une technologie de nouvelle génération pour la protection de postes de travail qui est capable de détecter automatiquement des malveillances inconnues et d'y remédier. Dans notre cas, la rémédiation, ça va être le blocage de process. Alors, c'est une solution full SaaS qui sera managée depuis notre WatchGuard Cloud ou votre portail WatchGuard Cloud commun à quasiment tous nos produits. Vous allez le voir directement sur la console de gestion. On va avoir la possibilité de manager LoadPoint, la solution MFA. On va avoir la possibilité de manager les UTM Cloud Manager ou le Wi-Fi 6e génération Cloud Manager et puis les solutions Endpoint Cloud Manager. Alors, c'est une solution qui va avoir un agent installé ou un client installé par poste de travail. L'agent est très peu gourmand en, en ressources et ça sera le seul à installer. Pourquoi on dit le seul à installer? Parce que avec le PDR ou le PP ou le DR, on a la possibilité de rajouter des modules complémentaires qui sont des produits à part commercialement, ne font pas partie de l'EPDR, mais si on les rajoute, ils seront managés depuis la même console et puis ils nécessiteront aucune installation en plus. Ils vont se baser sur le même agent qui est déjà sur les postes de travail. Et puis les compatibilités de l'EPDR sont de Windows, Linux, macOS, Android et iOS en ce moment est en bêta. Alors normalement, d'ici fin du mois, on pourra commencer le lancement des iOS ou sinon ça sera pour mai. Mais en tout cas, la bêta est déjà disponible. Alors, pour faire une petite distinction entre le PDR et un antivirus, je vais revoir un peu comment fonctionne un antivirus. Un antivirus fonctionne sur sa base de connaissances. En fait, il va pouvoir arrêter des choses qui sont déjà connues, qui sont dans ses bases de signature ou dans l'analyse heuristique, dans les bases heuristiques. Ce qui n'est pas dans sa base de connaissances, l'antivirus ne le voit pas. Donc l'inconnu pour l'antivirus n'est pas une menace. Dans l'inconnu, il y a le risque de se retrouver avec un 0-day qui infecte notre ordinateur, une attaque ciblée qui consiste à contourner les signatures de l'antivirus. Ce genre de contournement est plutôt connu. L'attaque sans fichier, le fileless, des attaques qui vont se faire sur la mémoire vive ou depuis un ordinateur extérieur. Alors, et puis le suspicieux, l'antivirus traditionnel n'a pas d'intelligence artificielle qui lui permet de reconnaître quelque chose qui est complètement nouvelle. Donc, s'il voit quelque chose de suspicieux, il remonte à l'administrateur cette notification, mais c'est à l'administrateur de faire l'investigation et de peut-être whitelister ou blacklister, autoriser ou refuser quelque chose. Alors, pour fermer cette fenêtre d'attaque et réduire ces efforts-là, nous avons sorti notre DR il y a maintenant 7 ans, qui est sorti donc en 2015. C'est l'un des plus matures du marché et lui a une approche qui est propre à WatchGuard, qui est la classification de process. Chaque chose qui se lance sur un ordinateur ou sur un serveur ou sur un Mac ou un Linux doit avoir l'approbation de l'EPDR avant d'être exécuté. S'il a l'approbation Goodware, il sera autorisé à être exécuté. Et puis, s'il a un statut malware ou malveillant, il sera bien sûr bloqué et avec l'antivirus, il sera désinfecté, mis en quarantaine ou supprimé.
Le suspicieux, lui, reste bloqué jusqu'à obtenir l'un des deux statuts. Cette classification est quelque chose de complètement automatique grâce à une intelligence artificielle qui fait du deep learning et grâce à notre laboratoire d'analyse qui aide l'intelligence artificielle à faire ces classifications. Vous aurez les statuts sur les process bloqués qui descendront sur la console de façon complètement automatique. Cette approche-là de l'EDR est propre à WatchGuard avec une philosophie ou, si vous voulez, une vision de la sécurité, c'est cybersécurité zéro trust. Ça veut dire on ne fera confiance à rien qui est inconnu jusqu'à ce qu'il obtienne l'un des deux statuts. Ça s'appelle le service d'attestation ou l'attestation service. Alors, une question qui revient assez souvent à cette approche-là, c'est le blocage de process maison ou interne ou de développement assez particulier, des trucs un peu exotiques. Oui, le PDR a tendance à bloquer ces choses-là et c'est légitime. On ne peut pas se permettre de laisser quelque chose d'inconnu s'exécuter sur le poste de travail pour ensuite vérifier. On fait la vérification avant d'autoriser l'exécution. Alors, pour éviter le blocage de choses un peu particulières ou maison, on va mettre le DR au début des installations en mode apprentissage. Le mode apprentissage permet de faire l'attestation des process sans bloquer ce qui est inconnu. Le mode apprentissage, on va le mettre pendant 2 semaines à 3 semaines, grand maximum un mois, pendant lequel le PDR ne fait pas de blocage. L'antivirus, bien sûr, tourne à 100%, mais le DR, lui, tournera en apprentissage. Une fois passée cette période d'apprentissage, il aura déjà fait la classification de quasiment tous les process qui sont dans le parc. Et ensuite, on passera en mode lock ou en mode zero trust, qui est le mode à 100% d'attestation service. Alors, comment le PDR fait ses classifications? Il va utiliser encore une fois une sécurité par couche. Là, les couches de sécurité qui sont dans le PDR sont la première et sont les signatures et l'analyse heuristique, comme un antivirus. Ensuite, ce qu'il ne trouve pas dans ces signatures, il va faire une analyse contextuelle. Analyse contextuelle, si par exemple on a une suppression ou un chiffrement de fichiers, dans un contexte légitime, on va l'autoriser, mais dans un contexte dangereux, on va le bloquer automatiquement. Et puis, l'analyse des logiciels de confiance ou la technologie anti-exploit, l'anti-exploitation. Je vais le montrer directement sur la console, ça sera peut-être plus compréhensible, mais en tout cas, ça protège les logiciels de confiance qui ont des brèches de sécurité de subir des attaques qui passent par ces brèches de sécurité-là. Et puis, l'intelligence artificielle avec un mode zéro trust qui fait son service d'attestation. Elle va classifier, elle va donner des statuts à tout ce qui est inconnu. Même les choses connues peuvent avoir un changement de statut. Si quelque chose obtient un statut goodware et après elle change de comportement, le statut sera révoqué et elle sera bloquée à nouveau. Donc, il est capable d'arrêter les attaques persistantes. Et puis, le laboratoire ou le service de threat hunting qui va un peu superviser l'intelligence artificielle, l'aider à s'améliorer et puis l'aider à classifier des choses qu'elle n'arrive pas à statuer. Le service de threat hunting, en termes de classification, ne représente que 0,02% des process classifiés. Et puis, les classifications de process, généralement, ne dépassent pas les 4 heures. On classifie 99,9% des process en moins de 4 heures. La plupart du temps, dans l'heure ou dans l'heure et demie, c'est classifié. N'hésitez pas à poser vos questions dans la petite fenêtre de GoTo et je pourrai y répondre en direct. Alors, au-delà de l'EPDR, il y a 4 modules qu'on peut rajouter. Alors, encore une fois, les modules ne font pas partie de l'EPDR et commercialement, ils ont chacun ses propres licences. D'accord? Le premier module est WatchGuard Patch Management. Patch Management,
Alors, pour information, et il y aura il me semble, dans 2 semaines ou 3, un webinaire sur Patch Management, dédié à Patch Management, et suivra 2 ou 3 semaines après un webinaire pour Data Control et Full Encryption. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en savoir plus. Alors, Patch Management, lui, sera managé depuis la même console que le PDR. D'ailleurs, tous les modules sont managés depuis la même console et ne nécessitent aucune installation en plus. Ils vont se baser sur le client ou l'agent qui est déjà sur vos ordinateurs pour fonctionner. Alors, Patch Management fait 2 choses. La première, c'est un audit de sécurité. Il va vous auditer les logiciels et les OS qui sont vulnérables avec un niveau de criticité, la liste des CVE auxquels on s'expose, et puis les versions, la date de fin de vie, si elle est déjà, si l'application est déjà en fin de vie ou si elle est avec une fin de vie proche, etc. La deuxième fonction est d'installer ces mises à jour-là. Donc, il va vous lister toutes les mises à jour qu'on peut installer dans le parc. On peut les installer à un moment, donc de façon ponctuelle. On peut planifier l'installation, mais aussi on peut automatiser ou programmer toutes les installations ou toutes les mises à jour. On peut programmer l'installation des mises à jour de Windows ou l'installation de pack Adobe ou de pack Office ou des navigateurs, que ce soit Opera, Chrome, Mozilla, etc. Tout ça, on peut l'automatiser. Dans l'automatisation, on peut choisir la fréquence, si elle est quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, l'heure de l'installation, quels sont les ordinateurs sur lesquels on fait ça, et est-ce qu'il redémarre ou pas la machine après installation. Le deuxième module est Full Encryption, WatchGuard Full Encryption, qui permet un chiffrement de disque basé sur le BitLocker. Depuis notre agent et depuis notre console, on peut activer BitLocker, choisir le mode d'authentification, superviser le chiffrement, et on aura aussi les clés de récupération depuis notre console EPDR. Le troisième module est Data Control. WatchGuard Data Control, c'est le module qui permet une aide à la mise en conformité RGPD. Il va vous cartographier les fichiers qui contiennent de la donnée à caractère personnel, d'un côté. Sans avoir accès à ces données-là, vous aurez des flags sur des noms de fichiers. Donc, vous saurez s'il y a un numéro d'identité, un numéro de passeport, un numéro de carte bleue ou de compte, email, etc. La deuxième partie de Data Control est les logs qui concernent ces fichiers-là. Vous saurez qui a déplacé le fichier, qui a modifié, sur quel ordinateur, quel user ont fait des modifications, de la création, de la suppression, sur quel type de fichier, avec quel logiciel, qui a fait un envoi par mail, est-ce que les fichiers sont sur du disque externe ou en local. Tout ça, ce sont des logs que vous verrez sur la console de visualisation avancée, une sorte de dimension. C'est un CIEM endpoint qui contiendra les logs de data control ou les logs de ART ou les deux. Les logs ont un temps de conservation d'1 an glissant. Alors, le dernier module est WatchGuard Advanced Reporting Tool ou ART. C'est la console de log pour tous les logs hors data control. ART aura les logs de sécurité, donc toutes les rémédiations, les détections, etc. qu'a fait le PDR, mais sur un an glissant. Le PDR a un temps de rétention d'informations pour la plupart des notifications d'1 mois. ART a un temps de rétention d'1 an. Le deuxième type de log sont les logs applicatifs. Vous verrez les applications comme on voit ici sur la capture d'écran, les éditeurs avec lesquels on a le plus de licences, avec lesquels on a le plus de consommation de bande passante, les applications qui sont vulnérables, sur quel ordinateur, quel utilisateur, les tendances, etc. Le troisième type de log sont les échanges de données. Qui accède à quel type de données, vers quel IP ou vers quel pays on a des échanges et depuis quel pays on reçoit des informations ou quel IP. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Alors maintenant, place à la démo.
Alors ça, c'est ma console de management de l'EPDR. La console qu'on appelle Ether, on peut y accéder depuis notre WatchGuard Cloud, le WatchGuard Cloud qui contiendra probablement d'autres produits comme la multi-authentification ou les périphériques comme l'UTM ou le Wi-Fi. Alors, mon EPDR, ma console EPDR va me donner une visibilité sur la gestion de mes agents ou l'état de mes agents. Ce que j'appelle agent, c'est... Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Alors, comme j'ai fait un partage d'écran, j'ai un doute si c'est un partage d'écran ou de fenêtre. Oui, ok, merci. Alors, du coup, je vous disais, ça me donne une visibilité sur l'état de mes agents. Ce que j'appelle agent, c'est la petite application ou le client que j'installe en local sur chaque machine. Ici, en termes d'ordinateur, vous allez voir, j'aurai mes Android, mes iOS, mes Linux, mes Mac, mes Windows, etc. Que ça soit virtuel ou physique, tout sera managé depuis la même console. Ici, j'aurai l'état d'installation ou l'état de la protection ou l'état des licences de chaque agent. Je peux voir qu'il est en cours d'installation, je peux voir qu'il y a des agents qui n'ont pas de licence. Les licences dans une même console sont flottantes. Je peux, bonjour Nicolas, je peux retirer une licence à un agent ou la remettre sur la même console. Je ne sais pas. Si un exemple, si j'ai des ordinateurs de prêt et je ne veux pas consommer tout le temps ces licences-là, les licences, je peux les récupérer ou des ordinateurs de test ou de lab. Je peux récupérer ces licences-là quand l'ordinateur est en stand-by ou stocké. Et je peux les remettre juste en un clic. Comme ceci, cet ordinateur-là n'a pas de licence, comme vous voyez ici, je peux lui remettre une licence. Bien sûr, à condition que j'en ai en stock. Alors, ensuite, j'ai l'état de l'installation. S'il y a une erreur au cours de l'installation, je vais le voir ici. Et si je vais sur la page de l'ordinateur, je peux voir quelle est l'erreur d'installation. Je peux avoir un code d'erreur. La plupart du temps, il me donne c'est quoi l'erreur exacte et je peux me retrouver ou aller sur la page du support et avoir une première étape de troubleshooting. Avec le code erreur, je peux chercher ici dans les pages du support pour me donner une solution ou une première étape de solution. Alors, autre chose, j'ai l'état de connexion. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Les ordinateurs découverts. J'ai l'état de connexion entre l'agent et le cloud ou ma console. Si je perds la connexion avec mon agent pendant plus de 3 jours, une semaine ou un mois, je peux être notifié. La notification atterrit ici par défaut. Alors, Laurent, oui, bonjour. C'est ici qu'on voit les actifs non protégés. Je vais y revenir tout à l'heure pendant qu'on parlera des installations. Mais oui, on peut voir les actifs non protégés. Alors, je peux voir les agents qui ont perdu la connexion pendant plus de 3 jours, plus d'une semaine ou plus d'un mois. C'est très important pour une solution SaaS parce qu'un agent qui n'est pas connecté, c'est un ordinateur qui n'est pas protégé. Ou s'il est éteint ou il n'a pas de connexion Internet aussi, ça mettra la même notification. Mais s'il est bien allumé et il a sa connexion Internet, mais que l'agent m'affiche un hors-ligne d'une semaine, c'est que l'agent ou a été désactivé ou a été désinstallé ou attaqué. Alors par défaut, l'agent est protégé par mot de passe anti-temper et anti-désinstallation. Mais on peut dans les configurations retirer ça, ce qui n'est pas du tout recommandable. Alors, autre chose, je peux avoir l'état des mises à jour de mes agents et de mes protections. Je peux voir les agents qui sont obsolètes au niveau de la protection. Alors, la protection se met à jour tous les 3 à 4 mois environ. Et elle est automatique, complètement automatique. Dans les configurations, encore une fois, je peux retirer la mise à jour automatique de mes agents et du coup, je la ferai de façon plus ou moins manuelle. Mais par défaut, ils se mettent à jour automatiquement. Nous, on sort des mises à jour tous les 3 à 4 mois. Dans les mises à jour, il y aura des améliorations, des corrections de bugs, des nouvelles compatibilités avec les derniers OS qui sortent, etc.
Et puis les bases de connaissances. Les bases de connaissances ou les bases virales. Dans les bases de connaissances d'un EDR, il n'y a pas qu'une base virale, il y a aussi la liste des goodware. Il y a plus de 7 milliards de signatures dans les bases de connaissances d'un EDR et les mises à jour sont incrémentielles. C'est quelque chose de très léger en termes de bande passante et ça se fait quasiment tous les jours. Alors, et puis les ordinateurs en attente de redémarrage. Alors, la dernière question, est-ce qu'un pirate peut venir désinstaller le PDR sur un poste de travail? Alors, encore une fois, l'agent par défaut est protégé par mot de passe anti-tamper ou anti-désinstallation. Donc, en temps normal, le pirate ne peut pas désinstaller le PDR sans les droits administrateurs de la sécurité. Alors, je disais, les ordinateurs en attente de redémarrage. Le redémarrage peut être demandé suite à une installation de l'agent ou suite à une installation d'un correctif par patch management. C'est les deux cas où on peut avoir un redémarrage nécessaire. Alors, quand j'ai un ordinateur en attente de redémarrage, je peux sélectionner l'ordinateur s'il est en ligne et le redémarrer. Je peux sélectionner plusieurs ordinateurs à la fois et les redémarrer. Le redémarrage, je peux le lancer de façon immédiate ou sur un délai. Le délai peut être de 5 minutes jusqu'à 8 heures. Si je lance un redémarrage sur un ordinateur, l'utilisateur verra un pop-up apparaître au milieu de son écran pour l'informer que l'ordinateur va redémarrer dans le délai que vous avez sélectionné. Alors ensuite, j'ai les programmes autorisés par l'administrateur. Quand il y a une détection de l'une des choses qu'on va voir ici, ça m'affichera ici si quelqu'un autorise cette application ou cette même malveillance. Et puis les programmes bloqués par l'administrateur. On a la possibilité avec le PDR de bloquer l'utilisation d'applications, quelle que soit leur nature. Je peux activer la fonction blocage des programmes. Je peux mettre plusieurs logiciels ici, qu'ils soient légitimes ou pas, et ils seront interdits à l'exécution sur les ordinateurs concernés par cette règle-là. Quand j'ai ce genre de blocage qui s'applique sur l'un des ordinateurs, je le verrai ici. Je peux cliquer ici et voir le rapport de blocage sur les ordinateurs. Hop. Et puis, j'ai la partie monitoring de la sécurité. Ici, j'ai la partie EDR où je vais voir chronologiquement ce qui est bloqué, ensuite classifié en tant que programme de confiance, en tant que malveillance, en tant que programme potentiellement indésirable ou exploitation. Quand j'ai quelque chose de bloqué sur un ordinateur en temps réel, ça remonte sur ma console pour me dire attention, sur tel ordinateur, il y a une DLL, un exe ou une macro ou autre chose qui tente de s'exécuter, mais que nous avons bloqué pour classifier. Je peux voir le détail d'informations sur cette application qui est en cours de classification. Si on m'appelle en urgence en me disant il faut absolument autoriser cette chose-là qui est bloquée sur l'ordinateur Windows Desktop 5, je pourrais le débloquer. Cette action-là n'est pas du tout recommandée. Ce qu'on vous recommande, c'est de laisser le PDR faire ses classifications et puis automatiquement, il va redescendre un statut reclassé comme logiciel malveillant ou reclassé comme logiciel légitime ou reclassé comme PPI. Alors, j'ai une question. La protection concerne aussi les serveurs Windows et Linux? Oui, tout à fait. La différence entre lock et hardening, je vais y revenir quand je ferai une passe sur les configurations. Le lock, c'est le mode Zero Trust et le hardening, c'est un des modes apprentissage. Je vais y revenir quand on verra les configurations. Alors, tic-tac-touc, j'en étais à la classification. Si j'autorise, comme vous avez vu tout à l'heure, si je viens ici et que j'autorise quelque chose, je l'ai débloqué. Ça, c'est mon user de la console DemoOS. Vous allez voir que je vais apparaître dans cette liste-là, comme quoi j'ai autorisé cette DLL qui est en cours de classification.
Tac. Alors, si je laisse le PDR faire ses classifications, ça va atterrir ici dans le programme de confiance s'il reclasse comme logiciel légitime ou si au final c'est un logiciel malveillant, ça atterrit ici. Et si j'aurais plus d'informations sur une malveillance détectée, j'aurais la liste des malveillances détectées, qu'est-ce qu'a fait le PDR, quelle action a fait, euh, est-ce que cette malveillance est exécutée, est-ce qu'elle a touché à des données, est-ce qu'elle a établi des connexions externes? Et si je clique sur l'une des malveillances, j'aurai un rapport assez complet sur celle-ci. Je peux voir son hash, je peux voir quelle action a fait le PDR. Vous voyez ici dans la console de démo, ça a été autorisé par un administrateur exprès pour avoir un peu plus de matière à présenter. Alors, je peux voir sur quel ordinateur elle est. Si je clique sur l'ordinateur, je peux vérifier ses configurations, s'il est en mode apprentissage, donc en mode hardening, ou s'il est en mode zero trust, en mode lock. Je peux voir quelles fonctionnalités de sécurité sont activées, l'antivirus, le DR, etc. Je peux voir le chemin de détection de cette malveillance, où est-ce qu'elle est, le nom de fichier complet, dans quel dossier de l'ordinateur, etc. Je peux voir son nom chez nous. Ici, en l'occurrence, c'est un trojan appelé ci.a. Je peux le rechercher dans Google ou sur Virus Total. Je peux voir si elle s'est exécutée, si elle a échangé des données avec d'autres ordinateurs. Le détail de ses activités et la vue graphique, on va y revenir tout de suite. La date de détection et la durée de résidence. Pour une attaque persistante, cette information est très importante. L'attaque persistante, ou la malveillance persistante, c'est une malveillance qui essaye de contourner des mécanismes de sandboxing ou des mécanismes d'attestation, dans le sens où au début, elle va se faire passer pour une application de confiance, comme un éditeur de texte ou un éditeur d'images ou des choses complètement légitimes. Elle obtiendra un statut goodware et puis elle pourra se déployer et peut-être se dupliquer dans le réseau. Une fois qu'elle est dans le réseau, elle va peut-être attendre le moment opportun, donc elle a peut-être une date d'attaque, ou elle va attendre de se dupliquer sur des serveurs ou un serveur bien spécifique pour changer de comportement et attaquer. Ce changement de comportement pourra être détecté par le PDR et va rebloquer l'application qui avait déjà un statut goodware. Alors pour la liste des distributions Linux, Mac, Windows, pour toutes les compatibilités, euh, je pourrais vous donner une KB avec tous les OS compatibles. D'accord? C'est disponible sur le site WatchGuard, mais je pourrais vous donner directement le lien pour tous les accès, euh, pour tous les OS. C'était une question, pardon. La question, c'est quelles distributions Linux sont supportées. Alors, toutes les compatibilités sont dans la page qui s'appelle, pardon, dans les prérequis, Installation Recommend, et vous aurez tous les OS compatibles. Alors, je continue sur la malveillance. La source de l'infection, depuis quel ordinateur, quel user était sur cet ordinateur quand il m'a envoyé ça, les occurrences sur les autres ordinateurs. Si j'ai d'autres ordinateurs dans mon réseau qui sont infectés par la même malveillance, et je peux le voir ici, cette malveillance change de nom de fichier à chaque fois qu'elle se duplique. Je peux voir le détail de ses activités, je peux voir qu'elle crée des clés de registre, qu'elle utilise des sockets, je peux voir quel protocole, est-ce que c'est connu ou pas, ces sockets-là. Elle va charger des DLL, goodware ou pas, enfin approuvé ou pas par le PDR. Elle va exécuter des process approuvés ou pas, ou inconnus. Et toutes ces actions-là, on peut les voir. Euh, Laurent, je n'ai pas compris la question. Quel EPP sous le PDR?
Alors, et puis la vue graphique de ces actions-là. Cette vue graphique me permet de comprendre ce que fait cette malveillance. En l'occurrence, ça, c'est un trojan qui, si on revient au premier nœud, en bas, on a la timeline de son comportement avec la date et les heures. Alors, je vais voir qu'il va chercher un trojan, ça fait quoi? Ça ramène des malveillances. Un trojan ou un cheval de Troie, ça va télécharger des malveillances et les exécuter sur le poste de travail ou les postes de travail. C'est ce qu'on voit ici. Première étape, il établit sa connexion vers certains serveurs, certaines IP, certaines connues, d'autres non. On peut parfois avoir les pays, les échanges de données, en quel protocole, en quelle direction, et puis ensuite je peux voir quelle action il fait. Il va charger des DLL, créer des clés de registre et puis exécuter certaines applications. Certaines sont malveillantes, ce qu'on voit en rouge, certaines sont inconnues en orange ou jaune, et certaines sont connues au logiciel de confiance. Tac. Alors, le PDR intègre son propre PP. Le PP WatchGuard, qui existe aussi en standalone. Donc, on a la possibilité d'avoir un WatchGuard EPP sans EDR. On a la possibilité aussi d'avoir un WatchGuard EDR sans EPP pour les clients qui souhaitent garder leur antivirus tiers. Mais sinon, il intègre son propre PP, qui est notre EPP WatchGuard. Alors, autre chose, les PPI, les programmes potentiellement indésirables. Les programmes potentiellement indésirables sont des applications que l'utilisateur va par lui-même installer sur le poste de travail, mais qui présentent un comportement douteux ou dangereux. Par exemple, les barres de navigation, les outils de sniffing réseau comme Wireshark ou Mimikatz que les admins réseau utilisent, mais les pirates aussi utilisent les mêmes types d'outils pour sniffer le réseau, essayer de trouver une faille dans le réseau, un port ouvert ou une IP faible, etc. Alors ici, on a l'exemple d'un updater gratuit ou un logiciel de mise à jour gratuit, un free software updater qui, de base, va vous aider ou gratuitement vous proposer des mises à jour de logiciels, mais quand on regarde son comportement, on va voir qu'il fait de l'infiltration et de l'exfiltration de données. Le pire, c'est qu'il fait ça bien avant de commencer à faire sa mission principale, qui est les mises à jour. On va voir ici, quand on revient sur son premier nœud ou sa timeline au début, quand je le redémarre, entre 9h et 9h10 à peu près, il a déjà établi toutes ses connexions et la plupart sont en bidirectionnel. Donc il y a un risque d'infiltration et d'exfiltration de données. Ce comportement ne sera pas autorisé par le PDR et le updater sera bloqué. Donc à l'administrateur de décider s'il autorise l'utilisation de ce logiciel ou s'il le laisse bloqué dans le réseau ou surtout les ordinateurs. Alors, le dernier volet de l'EDR ou de la partie EDR de l'EPDR est l'anti-exploitation. Alors, les logiciels de confiance connaissent tous à un moment donné des brèches ou des failles de sécurité. Ces failles de sécurité-là, c'est les pirates qui les découvrent en premier. En fait, dans le monde de la cybercriminalité, il y a des spécialités. C'est des métiers, etc. C'est tout un business. Il y a des gens spécialisés dans la recherche de failles de sécurité. Ensuite, ils vont les publier ou ils vont comme à les exploiter en premier. C'est ce qu'on appelle un exploit. Donc, le premier à exploiter une faille, chez eux, c'est un peu un trophée ou une victoire. Donc, il va afficher son exploitation dans le dark web. Ces failles de sécurité, le temps que l'éditeur la découvre, qu'il développe un patch de sécurité ou une mise à jour de sécurité, qu'il la diffuse, que nous on la récupère et qu'on l'installe, si on n'a pas une bonne solution de gestion des correctifs, surtout pour les logiciels tiers, on peut avoir une grande latence. Pendant ce temps-là,
le PDR est capable d'arrêter un bon nombre d'exploitations. Comment il fait pour détecter une exploitation? D'un côté, il a la base de données de patch management qui liste les CVE. Dans les CVE, il y a beaucoup d'exploitations. Donc, il est capable de reconnaître une CVE grâce aux bases de connaissances de patch management. D'un autre côté, dans les bases de connaissances de l'EPDR, il y a le comportement légitime de logiciels de confiance. Aussi, l'intelligence artificielle, grâce à son deep learning, est capable d'apprendre à connaître les logiciels et quand ils changent de comportement, elle va pouvoir détecter une exploitation. Donc ici, ce qu'on voit, c'est Internet Explorer qui subit une exploitation dans une version antérieure d'Internet Explorer avant que Microsoft sorte un patch de sécurité. Le pirate avait la possibilité de prendre la main ou de contrôler Internet Explorer à distance. Internet Explorer qui est un navigateur, donc quasiment constamment connecté à Internet. Le pirate pouvait envoyer des requêtes à Internet Explorer et qui lui permettaient de lancer du CMD. Le CMD ou l'invite de commande, c'est ça. Je vais vous montrer directement. C'est la petite fenêtre de terminal qui permet de lancer des commandes, de lancer des exécutions, de faire tout ce qu'on fait de façon graphique sur Windows, de le faire de façon complètement transparente. L'utilisateur ne verra rien. Si je lance un CMD sur un poste à distance, l'utilisateur ne verra rien du tout. Je lancerai mes scripts, je lancerai mes lignes de commande, je pourrai installer des choses, désinstaller des choses, déplacer des fichiers ou les supprimer. Je pourrais récupérer des informations comme des logins, mots de passe, etc. Je peux faire tout ce que je fais de façon graphique sur un ordinateur. Donc le pirate, s'il prend la main sur le CMD, il peut tout faire sur le poste de travail. Et ça, c'est une brèche de sécurité très très dangereuse qu'il y avait sur IE et le PDR était capable de la détecter et de l'arrêter. Alors, ce qui va se passer quand il y a une détection d'exploitation, le PDR va notifier l'utilisateur avec l'ouverture d'un petit pop-up en bas à droite de l'écran pour lui dire qu'il y a une exploitation détectée sur Internet Explorer et qu'on va devoir le fermer. Ce comportement est paramétrable. On peut aussi demander à l'utilisateur de fermer quelque chose qui subit une exploitation, mais la bonne pratique, c'est de automatiquement laisser le PDR fermer un logiciel qui subit une exploitation. L'utilisateur aura juste à relancer, parce que IE sera fermé, Internet Explorer sera bloqué, fermé. L'utilisateur aura juste à relancer Internet Explorer, il pourra l'utiliser de façon complètement normale. OK? Tac. Et ce qu'on vous recommande quand vous voyez des exploitations apparaître, c'est d'aller voir s'il y a des mises à jour disponibles pour cette application, voir s'il y a un patch de sécurité qui est sorti pour arrêter ce genre d'exploitation. Alors, quand on a Patch Management, on aura directement le bouton ici pour aller chercher des correctifs sur cet ordinateur-là. Alors, le PDR n'est pas seulement un EDR, il est aussi un antivirus qui va faire ses détections, il va faire ses scans antivirales, il va vous protéger des URL malveillantes, donc des sites dangereux, des tentatives de phishing grâce aux URL déjà connus comme des URL de phishing. Les tentatives d'intrusion seront bloquées par la couche firewall. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le firewall de l'EDR. Excusez-moi, je vais juste fermer mon Teams parce que ça n'arrête pas de notifier. Tac, quitter, merci, au revoir. Alors, les tentatives d'intrusion, le blocage des appareils, on a la possibilité de bloquer les ports USB, les actions dangereuses et les surveillances de cookies. Ils peuvent vous protéger des cookies. Quand vous pouvez aussi activer du filtrage web, on aura ici un petit dashboard c'est tout un dashboard pour le filtrage web, pour les sites les plus consultés, l'ordinateur qui consulte la catégorie qui est le plus consultée sur un ordinateur. Et puis, si on applique des blocages, on le verra ici. Je vais vous montrer, quand on terminera le tour du dashboard, je vais aller sur les configurations et je vais vous montrer comment on fait du filtrage web.
Alors ensuite, on a un dashboard pour les IOA. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du laboratoire de threat hunting. Tac, tac, tac. Ça, cette couche-là, le laboratoire de threat hunting va vous notifier sur ce qu'on appelle IOA, indicateur d'attaque. C'est un scénario d'attaque qu'a détecté le laboratoire sur un ordinateur. Le scénario d'attaque, c'est quoi? C'est un comportement illégitime de l'utilisateur, un comportement dangereux de l'utilisateur. Quelqu'un qui fait du cross-scripting, quelqu'un qui fait du déplacement de fichiers avec des lignes de commande, quelqu'un qui fait de l'escalade de privilèges. Alors, je vois une question. Quel est le niveau de gestion des ports USB avec le PDA? Alors, je vais y revenir après avoir fait le tour du dashboard. Je vais revenir à la partie configuration et vous verrez plus ou moins en détail qu'est-ce qu'on peut bloquer comme avec le contrôle des USB. Alors oui, bloquer les mass storage par défaut, mais aussi autoriser. Alors je vois pas la suite de la question. Je ne sais pas. Tic tac touc. Voilà. Autoriser certains mass. Oui, par par idée d'instance. Oui, exactement, Samuel. Et je vais le montrer directement dans les configurations. Alors les IOA, c'est quoi? Il y a des événements enregistrés par le PDR qui remontent dans le cloud. Ces événements ne sont pas liés à du logiciel, ce sont des événements liés à du comportement d'utilisateur. Ensuite, certains événements seront automatiquement classifiés comme indicateurs. Les indicateurs seront analysés par notre laboratoire pour voir si effectivement c'est une attaque ou quelque chose de très dangereux, similaire à une attaque ou pas. Ceux qui sont similaires à une attaque atteindront le niveau indicateur d'attaque et vous aurez tout le détail de l'indicateur ou de l'événement. Quand on clique ici, on aura la liste de ce que le laboratoire notifie. Et ici, on aura le détail de cette action-là. Par exemple, ici, on a quelqu'un qui désactive le Windows Defender en utilisant le PowerShell. Le PowerShell, c'est une des façons de lancer des scripts sur un ordinateur. Il faut absolument que ça s'arrête, ça. Tac, voilà. Alors ici, j'aurai un rapport complet de ce qui s'est passé de cette IOA. J'aurai une vue graphique, j'aurai les lignes de code en JSON de ce qui s'est exécuté sur mon ordinateur. J'aurai l'AKB qui renvoie vers le site du MITRE pour comprendre ce qu'est cette technique d'attaque ou cette tactique d'attaque, donc la famille et la sous-catégorie d'attaque. J'aurai dans le rapport, je pourrais reconnaître si c'est quelqu'un de l'équipe sécurité qui a fait ce PowerShell ou qui a lancé un script dans le réseau pour désactiver Windows Defender et derrière, il y a peut-être une GPO qui va remplacer Windows Defender, mais le laboratoire ne peut pas savoir si c'est légitime ou pas. Il va vous notifier en vous disant attention, comportement dangereux d'utilisateur sur tel ordinateur. Si vous reconnaissez, vous allez archiver l'IOA, disant tout va bien, c'est nous qui faisons ça, ok, on sait. Si ce n'est pas vous, c'est clairement une attaque. Si c'est une attaque, vous allez avoir des recommandations de la part du laboratoire pour arrêter l'attaque ou arrêter sa propagation. Parfois, le laboratoire va vous demander d'isoler un ordinateur pour éviter la propagation de l'infection ou de l'attaque ou de la prise en main du pirate. Alors, quand vous avez une demande d'isolation, ou même si vous voulez isoler un ordinateur à n'importe quel moment, on clique sur sa fiche et on clique sur isoler. Isoler un ordinateur, ça permet de couper ses connexions Internet et intranet. Si on a un doute que cet ordinateur est fortement infecté ou qu'il y a de la prise en main sur cet ordinateur, un contrôle distant illégitime, on peut couper toutes ces connexions et bien sûr garder le contrôle sur cette machine depuis votre console. Si vous voulez faire de la prise en main à distance sur cet ordinateur-là, il faudra mettre des exceptions sur l'outil de prise en main à distance, comme TeamViewer ou AnyDesk, etc. Ou toute autre chose. Vous voulez garder un process qui tourne, qui garde sa connexion Internet, on peut le mettre en exception. Les IOA n'ont pas de rémédiation automatique parce que le laboratoire ne peut pas savoir si c'est légitime ou pas, sauf le brute force RDP.
quand on a une détection de brute force RDP, l'ordinateur automatiquement sera confirmé sur le protocole RDP. Ici, on voit dans le rapport qu'il y a eu 32 tentatives de connexion à RDP échouées, et donc le laboratoire va activer un brute force, un confinement RDP. Vous pourrez depuis la console mettre fin au confinement ou le garder pendant 24 heures et il sera retiré automatiquement. Alors, les IOA font partie des notifications automatiques de la console. Vous recevrez une notification par mail automatiquement quand il y a un IOA détecté ou enregistré. Les IOA sont classifiés aussi, à part dans la liste, ils sont classifiés sur une matrice Mitre d'attaque. Les personnes qui ont l'habitude d'utiliser des matrices Mitre vont reconnaître tout de suite les classements, donc les familles et les sous-catégories. On a aussi une classification par l'IOA qui a le plus d'occurrences ou l'ordinateur qui a le plus d'IOA. Alors, là, j'ai fait le tour du dashboard. J'ai aussi la possibilité de me programmer des rapports planifiés de tout mon dashboard. Je peux programmer plusieurs rapports planifiés. Je peux en programmer un par jour, un par semaine, un par mois. Je peux programmer un rapport différent quotidien et un autre mensuel plus complet. Le quotidien, je peux choisir un contenu plus restreint, par exemple juste l'état du réseau, l'état des indicateurs, peut-être pas, etc. Alors, le rapport, ça ressemble à quoi? On peut le choisir en PDF, en Word ou en Excel, la langue, les destinataires, ceux qui sont en copie ou en copie cachée. Voilà à quoi ressemble un rapport. Le temps que ça charge, le produit est multitenant. Oui, oui, Laurent, le produit est multitenant. Alors après, Laurent, je vois que vous avez pas mal de questions. N'hésitez pas à me recontacter après la démo pour lancer un trial si vous souhaitez. Après, c'est valable pour tout le monde, pas uniquement pour Laurent. Mais les personnes qui souhaitent lancer un trial ou essayer le PDR peuvent obtenir des licences de trial d'un mois. Pareil pour les modules. Alors voilà à quoi ressemble le rapport. Ça me donne un résumé de tout ce qu'on a vu sur la console, l'état des agents, l'état de leur mise à jour, des bases de connaissances, les détections, s'il y a les pourcentages de programmes de confiance par rapport aux logiciels malveillants, les exploitations, et puis j'irai un peu dans le détail où c'est qu'on a eu une détection, quel type de détection, le nom de la malveillance qui a été détectée, est-ce qu'elle a établi une connexion, est-ce qu'elle s'est exécutée, qu'est-ce qu'a fait le PDR à cette malveillance, la date, l'endroit, l'heure, etc. L'antivirus, ce qu'il a désinfecté, ce qu'il a arrêté comme chose, les IOA, si j'en ai, en détection. Ça, c'est un PDF qu'on peut recevoir par mail. Le filtrage web, s'il a détecté des connexions sur certaines catégories, s'il a bloqué des connexions sur certaines catégories, etc. Alors, je reviens à mon dashboard. Maintenant, alors vous recevrez, si je ne me trompe pas, vous recevrez un email avec l'adresse de notre manager, Pascal Ledigol. Mais sinon, mon email, c'est le même avec amin.saïm. Je ne sais pas si je peux. Attendez, voilà mon mail. J'écris mon mail dans la discussion, comme ça. Tac. Et sinon, le mail envoyé à tous, ça c'est mon mail. Je ne sais pas si c'est parti. Je vois le truc grisé. Alors, entre-temps, il me semble que oui. Hop, voilà. Et puis le mail du service avant-vente France, donc ça concernera tous les produits WatchGuard envoyés à tout le monde. Tac. Donc pareil, vous me contactez moi ou le service avant-vente. On est tous dans cette boîte de diffusion. Et si vous souhaitez lancer des trials, on fera le nécessaire pour que vous ayez vos licences de trial.
et on vous accompagnera pendant le POC pour les installations, la prise en main du produit et répondre à vos questions. Alors, on a fait le tour de la console. Maintenant, on va aller voir comment on installe et comment on configure rapidement. Je ne vais pas montrer tout de tout, mais on va faire un tour assez bref. Alors, ce qu'on recommande au niveau des installations, c'est la règle de groupe, configuration, installation. L'ordre des choses, c'est de créer les groupes, de créer les configurations ou les templates de configuration, puis en dernier installer. C'est ce que je vais montrer maintenant, dans l'ordre qu'on recommande. Alors, je viens sur mes ordinateurs, je crée un groupe au moins. Le groupe, je vais l'appeler par exemple admin. Donc, je vais supposer que je vais avoir un groupe pour des administrateurs. Tac, je crée mon groupe, il est là. J'ai mon groupe. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, je viens dans les configurations et au moins la configuration station de travail et serveur. Tous les paramètres de sécurité sont ici. D'accord? Ensuite, les autres paramètres, ce sont des paramètres, par exemple, de l'utilisation du réseau ou le mot de passe des installations, j'affiche l'icône ou pas, les mises à jour, comment elles se font. Ça, c'est paramètres par ordinateur. Mais je vais commencer par les paramètres de sécurité. Je vais créer un nouveau template de configuration. Alors, on peut appeler ça template ou politique de configuration ou schéma ou configuration tout simplement. Alors, je vais l'appeler admin en référence à mon groupe d'ordinateurs. Ma configuration, il n'y a que 6 lignes de configuration. En général, je vais avoir est-ce que j'affiche des alertes? Est-ce qu'il fait ce qu'on recommande, c'est d'exécuter une analyse en arrière-plan à chaque fois qu'il met à jour ses bases de connaissances. Si je n'active pas ça, ce qu'on recommande, c'est de créer des tâches régulières d'analyse antivirale. Ensuite, est-ce qu'il désinstalle automatiquement un produit tiers ou pas? Si vous souhaitez faire les désinstallations d'un produit tiers vous-même ou sur votre ancienne console de gestion, sur votre serveur antiviral, vous le faites de votre côté. Si vous voulez que l'agent désinstalle automatiquement un produit tiers qui est sur les ordinateurs, on va cocher ça. La condition, c'est que déjà, il puisse désinstaller ce produit-là. Je vais vous montrer la liste de ce qu'on peut désinstaller. Cette liste-là est constamment, elle est évolutive, bien sûr, mais aussi l'autre produit ne doit pas être protégé par mot de passe. Alors Chrome OS, non, malheureusement, il ne fait pas partie de la roadmap pour le moment. Alors moi, ce que j'ai en roadmap, c'est uniquement la 2022. Après, je peux me renseigner si c'est pertinent. C'est la question de Nicolas. Chrome OS fait-il partie de la roadmap à venir? Pour le moment, on l'a pas il n'est pas dans les cartons. Alors, je continue. Ensuite, en termes d'exclusion, on va fortement vous déconseiller de mettre des exclusions, mais plutôt d'utiliser ce paramètre-là. Ce paramètre-là qui s'appelle logiciel autorisé va vous permettre de mettre des sortes d'exceptions provisoires. Ça ne sera pas complètement exclu de la sécurité comme ici. Ce qu'on met en exclusion, ça sera complètement exclu de la sécurité. Que ça soit l'antivirus, le firewall ou l'EDR, personne ne touche à ce qui est dans l'exclusion. Par contre, ce qui est dans le logiciel autorisé ne sera pas bloqué par l'EDR pendant la classification, mais sera quand même analysé. Et si on trouve quelque chose dans ce qui est autorisé ici de malveillant, si on trouve quelque chose de malveillant, ça sera bloqué. Donc il y a quand même une sécurité. Ensuite, la protection avancée. Donc là, c'est les paramètres de l'EDR, de la couche EDR. La protection avancée, c'est ici qu'on l'active ou pas. Par défaut, elle est activée et qu'on choisit le mode apprentissage. Audit, c'est un mode où il ne fait que des classifications sans jamais intervenir. Hardening, il fait des classifications pour ce qui est sur le poste et il va se comporter en mode lock pour ce qu'on installe après lui. Ce qui est déjà sur l'ordinateur, il ne touchera pas.
Et puis le mode lock, qui est le but de cette installation. Donc notre but final quand on installe un EPDR, c'est d'arriver au mode lock au bout d'une semaine, de 2, 3, maximum, grand maximum un mois. Encore une fois, très important, n'oubliez pas les ordinateurs en mode apprentissage. Quand on se met en mode lock, on pourra notifier l'utilisateur, bien sûr, quand il y aura un blocage pour qu'ils comprennent c'est quoi qui bloque et pourquoi. Et puis, de toute façon, dans la demi-journée, ça sera autorisé. Un autre PP sera mis dans le logiciel autorisé. Oui, on peut faire ça, oui. Alors ensuite, la protection avancée pour le Linux, on peut la mettre en mode audit ou en mode bloqué ou désactiver le DR pour le Linux. Le Mac suit, lui, les configurations automatiques du Windows. L'anti-exploitation, est-ce qu'on l'active ou pas? Est-ce qu'on le met en mode audit ou en mode bloqué? Et est-ce que on bloque automatiquement les choses ou on demande à l'utilisateur de lui-même fermer une application qui subit une exploitation? Alors, au début, on va laisser le choix à l'utilisateur de fermer lui-même l'application. Puis une fois qu'on termine notre période d'apprentissage, on va inverser les cases à cocher et juste signaler et bloquer automatiquement l'application qui subit une exploitation. La confidentialité, si vous êtes prestataire ou si vous êtes administrateur de la console, mais que le client ne veut pas que vous ayez accès ou vous avez une visibilité sur les noms des fichiers, etc., quand il y a une détection, on a la possibilité de ne pas remonter les détails sur la console. Ensuite, on a l'utilisation de la bande passante par l'agent. Ça ne concerne uniquement, ça ne concerne que l'agent ou le client qui est sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il va, quand je dis ordinateur, c'est tout type de machine. Désolé, c'est un peu un abus de langage, mais ça peut être un serveur aussi, un Mac ou un Linux. Alors, qu'est-ce que consomme l'agent comme bande passante en une heure? Par défaut, c'est limité à 50 mégaoctets par heure. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est de mettre à zéro, sauf pour les machines nomades ou des machines qui sont dans des endroits où les connexions ne sont pas très très bonnes. Pourquoi c'est à 50 mégas par défaut? Parce que notre paramètre est worldwide et pour un peu tous les pays. Tous les pays n'ont pas la fibre ou la DSL ou des débits des débits Internet comme les nôtres en France. Euh, Désolé, j'ai loupé quelques questions. Il est 11 heures, je dois vous quitter. Ok, ok Samuel, ça marche. De toute façon, la présentation est enregistrée, elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de WatchGuard France. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour voir les autres webinaires ou à suivre nos actualités. Alors ensuite, l'antivirus, on va l'activer. Quel type de détection il fait? Quel type de menace il peut arrêter? Le type de fichier, compressé ou pas? Alors, ce qui est recommandé, c'est de laisser les choses par défaut. Ça, c'est une fonctionnalité bêta que vous n'aurez peut-être pas tout de suite, les fichiers decoy qui permettent de un peu leurrer des rançongiciels ou des cryptolockers pour les piéger ou pour mettre en fait des logiciels leurre fake pour faire tomber certaines attaques. Ensuite, le firewall de poste. Ce firewall-là est un firewall endpoint. Quand on l'active pour les Windows, il va désactiver le firewall Defender. Okay, et on va pouvoir mettre des règles de firewalling. Des règles firewalling par programme. Je peux par exemple dire que Chrome, à chaque fois il s'en prend plein la tronche, le Chrome, le pauvre. Je vais lui refuser les connexions entrantes sur le port 23. N'importe quoi, je pense que l'exemple n'est pas du tout joli, mais c'est juste un exemple. Je peux créer des règles de firewalling par application. Je peux créer plusieurs règles et bien sûr, comme tout firewall, les premières, les premières sont générales
et après on va mettre les autorisations. Donc on commence par tout refuser pour ensuite commencer à autoriser, comme pour les firewalls. Puis des règles de connexion. Je peux interdire en entrant toutes les connexions RDP, par exemple. Tac, je viens ici, je choisis le protocole RDP, et puis ensuite je pourrais créer une seconde règle qui va autoriser. Là, j'ai fait autoriser, j'aurais dû faire refuser. Donc là, je fais refuser toutes les règles entrantes RDP. Ensuite, j'appliquerai une autre règle qui autorise les connexions entrantes RDP uniquement sur une plage IP. Donc, je vous ai donné un exemple et ça vous donne, je pense, une idée du potentiel qu'a Donc là, je peux mettre une plage IP ou une plage MAC pour n'autoriser que mes propres IP ou mes propres ordinateurs. Donc ici, je peux prendre par exemple une plage IP, tac, ça. Donc ça sera l'exception. Oups. Ah, j'ai écrit ici. Exception. Voilà. La deuxième règle fait une exception dans la première qui ferme tout. Y a-t-il les liens entre TDR, option UTM et EPDR? Alors, pour le moment, il n'y a pas de lien, Jean-Michel, entre le TDR et le PDR, mais c'est en projet. Je ne vais pas beaucoup spoiler, cette vidéo sera sur YouTube, mais en projet, nous développons une sorte de fusion entre le TDR et le PDR. Donc, restez tuned, on vous tiendra informé de l'évolution des deux produits. Pour le moment, on peut faire cohabiter les deux. Donc, les personnes qui ont déjà du TDR peuvent rajouter de l'EPDR. L'un ne gêne pas l'autre et plus on se protège, mieux on se porte. Alors ensuite, il y a l'IPS du firewall, ou le blocage des tentatives d'intrusion. Voilà les catégories que peut bloquer le PDR. Celles qui sont par défaut activées, c'est celles qu'on recommande. Et ici, on pourra mettre des exceptions sur des appareils comme une imprimante qui est tout le temps en train de faire du ping ou un point d'accès qui malheureusement n'est pas paramétrable, qui va me faire de la pollution dans les paquets. Et donc, on pourra le mettre en exception. Alors ensuite, j'ai le contrôle des appareils. La question de tout à l'heure, qu'est-ce que je peux bloquer? Valeur conseillée. Je n'ai pas compris la question de valeur conseillée. Laurent, désolé, je viens de voir la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par valeur conseillée? Alors, je continue le temps que vous écriviez la question. Alors, le blocage des USB, on a la possibilité de bloquer les périphériques de stockage, les lecteurs optiques, c'est des DVD, les appareils Bluetooth, les appareils mobiles, les appareils d'imagerie et les modems. Alors, je peux venir tout bloquer et n'autoriser que mes propres périphériques. S'ils sont déjà branchés ou plugués sur mes ordinateurs, il va me les afficher dans cette liste-là. Oups, il m'a rien affiché. Pourquoi? Alors, je vais revenir rapidement à cette page. Tac, tac, je reviens à ma config, admin, contrôle des appareils. Ah bah non. Alors, je dois peut-être avoir la liste vidée par l'un de mes collègues, mais s'il détecte des périphériques branchés sur des ordinateurs, il va me les lister ici et je pourrais sélectionner des périphériques et les autoriser. Sinon, je peux importer un fichier avec des numéros d'instance pour autoriser avant même de distribuer les périphériques. Je peux les lister ici avec leur numéro d'instance. Ensuite, on a le filtrage web ou le contrôle de l'accès au web. Je peux l'activer. Quand je l'active sans mettre aucune restriction, j'aurai déjà le dashboard du filtrage web qui me donnera les tendances des connexions, les catégories qui sont consultées. Je peux activer le filtrage tout le temps ou sur des jours et des plages horaires. Donc je peux par exemple l'activer de 8h à 18h du lundi au vendredi. Je peux donc le mettre comme ça ou toujours actif.
Alors, encore une fois, les templates de configuration ne concerneront que un groupe d'ordinateurs ou certains ordinateurs. Donc, ce que j'applique comme filtrage ou comme restriction ne concernera que ces ordinateurs-là ou ce groupe d'ordinateurs. Le filtrage web, je vais avoir la base de données ForcePoint. Vous allez avoir les mêmes listes que sur les UTM approximativement, presque pareil, et je pourrais bloquer certaines catégories à être consultées. Je peux aussi refuser l'accès aux pages non référencées. Je peux whitelister une URL ou interdire l'accès à une URL, quelle que soit sa catégorie. J'ai terminé ma configuration de sécurité. Maintenant, ce que je viens faire, je mets un ou des destinataires à cette configuration. Le destinataire, ça sera mon groupe admin. Tac, je fais ajouter. Donc là, j'ai les deux premières étapes. Configuration, groupe et configuration. Je vais faire aussi un petit truc, c'est le paramètre par ordinateur. Je vais ajouter un template que je vais appeler admin, dans lequel je vais paramétrer l'affichage de l'icône, les mises à jour si elles sont automatiques et s'il redémarre automatiquement après une mise à jour. Je vais faire le redémarrage uniquement pour les stations de travail et pas pour les serveurs. La sécurité contre les altérations, je demande un mot de passe pour désinstaller ou pour désactiver la protection. Je vais aussi activer le mot de passe en local pour administrer, pour désactiver des choses de façon locale sur l'ordinateur. Si j'ai besoin de faire une intervention sur un ordinateur, je veux désactiver l'antivirus ou désactiver l'EDR ou désactiver le filtrage web ou le pare-feu, je peux le désactiver directement sur l'ordinateur avec ce mot de passe-là sur mon agent, donc sur la console locale. Cette désactivation est provisoire. On va choisir le temps de garder cette désactivation, ça sera entre 1 heure et 24 heures. Et ensuite, automatiquement, il va reprendre ce qui est sur la console de gestion cloud. Donc encore une fois, je mets un destinataire. Tac, mon destinataire, ça sera mon groupe admin ou mon groupe tous. Et je peux faire hériter le template au sous-groupe ou que chaque groupe conserve ses propres configurations. Ceux qui n'en auront pas hériteront de celui du parent. Alors Nicolas, existe-t-il une config de protection de navigation par GeoIP pour interdire par exemple la navigation sur des sites basés sur tel ou tel pays? Alors par défaut, je dirais non, mais dans le pare-feu, on a la possibilité d'interdire certaines IP. Mais non. La question directe, la réponse directe, c'est non. Mais grâce au pare-feu, au firewall de poste, on a la possibilité de mettre des règles par IP et donc pouvoir bloquer certaines IP publiques. Alors, le paramètre par défaut, je peux aussi désigner des ordinateurs de cache ou des ordinateurs de proxy. L'ordinateur de cache, c'est quoi? C'est un ordinateur sur lequel toutes les machines, ou je peux aussi préciser quelle machine utilise quel ordinateur de cache, mais par défaut, quand je le déclare, tous les ordinateurs ne feront pas leur téléchargement en direct ou en local, si vous voulez, mais le téléchargement sera centralisé sur un ordinateur ou deux ordinateurs. Aussi, le proxy, c'est quoi? C'est quand j'ai des ordinateurs qui n'ont pas Internet, mais qui dans leur même réseau, il y a des ordinateurs qui ont Internet. Donc l'agent va utiliser la connexion Internet d'un autre ordinateur. Ça sera la connexion uniquement pour le PDR. Ça ne donnera pas un accès web sur l'ordinateur, mais l'agent, lui, saura où aller chercher sa connexion Internet en réseau local. Donc ça, ce paramètre-là, je l'ai fait, OK. Maintenant, je viens installer. L'installation est très simple. Je fais ajouter un ordinateur. Je choisis mon OS. Je vais prendre le Windows parce que c'est le plus courant. Je choisis le dossier.
ou le groupe d'ordinateurs dans lequel sera cet ordinateur. Comme ça, il héritera tout de suite des paramètres que je viens de mettre. Je peux choisir une date d'expiration à ce fichier d'installation. Je peux l'envoyer par mail, ça va me générer une fenêtre pour moi qui est sur Outlook, ça va me générer une fenêtre Outlook avec un lien de téléchargement. Et je peux aussi télécharger un MSI. Pour les Windows, ça sera un MSI, ce que vous voyez ici chargé, pour ou l'intégrer dans une GPO ou télécharger ou installer directement ou l'intégrer dans un RMM. Une fois que j'ai installé un premier ordinateur, je peux le désigner comme ordinateur de découverte. Alors par défaut, le premier ordinateur qu'on installe sera par défaut un ordinateur de découverte. L'ordinateur de découverte, c'est quoi? C'est un ordinateur qui va chercher dans son voisinage réseau. Et c'était quoi la toute première question? Comment vous avez appelé ça? C'était les actifs non protégés. Donc oui, ça, je vais réutiliser cette expression. Il va m'afficher les actifs non protégés dans cette liste-là. Donc, il va m'afficher les ordinateurs qui ne sont pas protégés par le PDR. Depuis cette liste-là, pour les machines Windows, je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs ordinateurs et lancer des installations à distance. Quand je lance une installation à distance, je vais pouvoir choisir dans quel groupe je mets cet ordinateur. Je mettrai un ou plusieurs logins, mots de passe Windows qui permettent de faire l'exécution et je lancerai mon installation à distance. Tchouk. Ça va m'installer les ordinateurs automatiquement sans que je n'y ai accès. Ça sera transparent pour l'utilisateur. Voilà, voilou, j'ai fait le tour des configurations. J'ai fait une première installation. Est-ce que vous avez des questions? Je suivrai l'installation de mes agents ici. Je verrai qu'est-ce qui est en cours d'installation, qu'est-ce qui a un problème d'installation, jusqu'à ce que ça atteigne le niveau correctement installé. Est-ce que vous avez des questions, des choses que je n'ai pas montrées? Alors, le temps que vous posiez vos questions, je vais montrer quelques petites choses sur les Android. Les Android ou les iOS auront une couche anti-vol qui permet de géolocaliser le périphérique, de faire une photo si dans le cas d'un vol, de faire sonner une alarme du téléphone, de le verrouiller. Donc on va changer son code PIN, on va l'activer et effacer le données, un wipe, si on perd tout espoir de le récupérer. Je peux voir la liste des logiciels installés ou des applications installées sur un téléphone, un Windows, un Linux, un Mac, tout c'est pareil. Sur un Windows, alors la réponse pour Eric, c'est oui. Il y a une migration de prévue pour les anciens produits vers la version EPDR à la fin de l'année. Alors, tic-tac-toc, ça sera complètement automatique. Vous serez informé, bien sûr, de la migration. Pour les ordinateurs Windows, je continue. Je peux voir l'état du matériel. Oups, celui-là est déconnecté. Je vais peut-être prendre un ordinateur qui est activé. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai fait le tour de la console. Je continue à avoir quelques petits tips, quelques petites informations. L'état du CPU, l'état de la RAM, la consommation du disque, les logiciels installés. Alors, oui, la présentation, Elodie, la question c'est est-il possible de revoir cette présentation? La présentation est enregistrée et dans les jours qui suivent, on la mettra sur la chaîne YouTube, WatchGuard, WatchGuard France, sur laquelle on met toutes nos vidéos. Et puis,
Merci. N'hésitez pas, oui, à vous abonner, activer la cloche, comme disent les youtubeurs. Et puis, dans 2 ou 3 semaines, il y aura un autre webinaire sur le patch management. Et 2 ou 3 semaines après, il y aura un autre webinaire sur data control et full encryption. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez revoir des choses? N'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous voulez essayer les produits. On peut ouvrir un accès à des licences de trial pour le PDR et pour les modules de 30 jours. N'hésitez surtout pas. Et puis, si le produit vous convient, tout ce que vous aurez fait sur la console de trial, on pourra le garder et remplacer les licences de trial par des licences commerciales. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser tranquille, je vais vous libérer. Oui, si vous avez reçu un email de notif pour vous inscrire à ce webinaire, vous allez en recevoir un aussi pour vous inscrire au suivant. Si vous n'avez pas reçu de notification pour celui-là, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas par quel moyen vous vous êtes inscrit, mais on vous rajoutera dans la liste de diffusion pour que vous receviez les invitations. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer. Merci en tout cas pour vos présences. Merci pour les questions. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions, pour apporter un maximum d'informations et pour vous aider à mieux vous protéger. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt. Merci, c'est très gentil.